Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Le threesome de l'enfer est de retour. Dimanche, tous les dimanches, c'est parti. J'annonce grand rendez-vous pour nos auditeurs. Tous les dimanches, vous nous posez toutes vos questions, on y répond, soit en live ou en différé comme aujourd'hui. Voilà, avec Polydomso et Rusty Business, ça fait plaisir. What's up? D'ailleurs, j'en profite pour mettre tout le monde sur le grill. Les gars, le 12 avril, c'est mon anniversaire. Et le 13, il y a l'UFC 236. Alors, soit on se voit à Lyon, soit on se voit à Paris, ou soit on se voit à Angers. Voilà. Et là, tout le monde peut vous voir et savoir qui est qui. Alors, Honnêtement, franchement, Lyon, moi, ça me dirait bien. J'y suis jamais allé. Donc, donc pour une première fois, pourquoi pas. Moi, tu m'as effectivement, là, c'est même plus mis sur le grill, tu m'as mis sur le grill et retourné en mode crabe croustillant parce que j'ai un autre truc en même temps et je sais pas si je pourrais. Mais on verra. Bah, moi, je signe pour le moment, mais. Bah ouais, si je peux signer, moi aussi je signe. Alors là, si Polydomso descend sur Luke Dunham, moi je signe aussi. Donc avant de revenir sur les événements du week-end, messieurs, on va parler de Conor McGregor parce que avec Rust, on en avait parlé un peu en off. C'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a eu ce vrai fou combat contre Cowboy qui là tarde un peu à être officiellement annoncé. Vraisemblablement, ça ne se fera pas. Et il y a des grosses rumeurs comme quoi il aurait quitté John Kavanagh. Alors, qu'en est-il? Moi déjà, j'ai une petite remarque à faire sur la loyauté de McGregor qui est très écornée par les derniers événements quand même qu'il y a eu. Parce que entre son départ de la team Kavanagh et le gamin illégitime, non, ouais, je n'ai pas envie de faire le closer, tu vois, du MMA, tu vois. Non, mais disons que la loyauté pour Dave Devlin est un peu douteuse. Ouais, voilà, il traverse une période difficile, je pense. Là, à un moment... Même si ça ne l'empêche pas de se montrer tout sourire et avec des orques la planète bleue de je sais pas trop quoi, avec Dave Devlin et tout ça. Il fait bonne figure, mais les photos sont sur le net. Ouais. Exactement. Putain. Mais au-delà de ça, alors les gars, parce que la plupart des commentaires sur la sueur en ce moment, chaque fois qu'on parle de ce bon vieux Conor, c'est il est rincé, il va plus jamais revenir, il sera plus jamais comme avant. Et c'était, je sais plus si c'était avec toi, Rust, ou si c'était Joe Rogan qui en parlait, qui disait que justement un mec comme Conor a besoin de combattre et c'est pas en combattant une fois par an, comme ce qui est en train de se passer en ce moment, qui reviendra. Surtout qu'on voit bien sur tous ses posts, le mec n'en peut plus, quoi. Bah déjà, on peut rendre à Polydomso ce qui lui appartient. C'est aussi Polydomso qui l'avait dit ça, que Conor n'est jamais meilleur que quand il combat régulièrement. Et bah, évidemment, c'est vrai, mais de toute façon, c'est vrai pour tous les combattants, en fait. Ça, c'est un peu une vérité générale. De toute façon, plus tu es dans le bain et plus tu as un rythme de combat, c'est un peu comme du sparring, en fait. Quand tu spares pas régulièrement, tu perds un peu tu perds ton timing, tu perds le rythme, etc. Pour Conor, évidemment, c'est vrai aussi. Le problème, c'est que je pense que là, il est juste prisonnier de... il l'a dit lui-même, et c'est ce que devraient faire tous les combattants, mais il veut vraiment combattre pour ce qu'il vaut vraiment. C'est-à-dire, maintenant, il combattra pas pour moins de 3 millions par combat, par exemple, je pense, parce qu'il veut pas revenir en arrière. Il combattra pas pour moins qu'un main event. Mais ça, c'est normal. Ça, honnêtement, c'est normal. Je suis d'accord aussi. Qu'en penses-tu, Polydomso? Parce que moi, c'était parti. Là. Oui. Non, mais honnêtement, oui, je pense que c'est un peu un affront de ne pas le mettre en main event. Et d'ailleurs, je crois que c'était ça le principal point qui achoppait dans la perspective du combat contre Donald Cerrone. Surtout que, bon, honnêtement, d'un point de vue marketing, putain, Cerrone et McGregor, si tu fais pas un main event de ce bordel-là, je sais pas. C'est pas que c'est du bullshit, ça. Parce que honnêtement, moi, je vois pas. Enfin, même pour l'UFC niveau business, on en parle tout le temps. Les mecs s'y connaissent quand même vachement. Tu peux pas mettre un McGregor Cerrone. Non, mais attends. Je te repose le problème. Déjà, moi, je pense que McGregor, il combat que sur un UFC numéroté. Oui, je pense que les UFC. Oui, non, mais attends. Les UFC numérotés, je suis prêt à parier que maintenant, il y aura toujours un putain de combat pour le titre. Que ce soit pour un titre intérimaire ou pour un titre machin. Et comme là, pour le moment, zéro titre pour McGregor, ils vont quand même pas faire l'insulte de faire un nouveau titre intérimaire en lightweight, intérimaire plus, tu sais. D'ailleurs, il y avait un commentaire que j'ai trouvé savoureux dans une des dernières vidéos, et j'aimerais rendre les honneurs à celui qui l'a dit. Il y a tellement de ceintures intérimaires que l'UFC, ça devient manpower, tu vois. Il a trouvé ça excellent, tu vois. Donc je sais plus qui a dit ça, je peux pas lui rendre pleinement hommage, mais en tout cas, je trouve que c'est très pertinent comme observation. Et en fait, moi, je pense que c'est ça le problème, c'est que pour le moment, il a 0 titre, donc et comme je pense que l'UFC maintenant fait un titre à chaque événement numéroté, voilà, ils sont coincés à ce niveau-là.
Mais est-ce que l'exception, justement, à cette nouvelle manière de faire, ça devrait pas être McGregor quand même? S'il y a bien un mec qui devrait être au-dessus des ceintures, c'est quand même lui. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous deux, c'est même étrange du point de vue de la négociation. Je vois pas bien le délire de. Ils savent forcément que McGregor va dire non à quelque chose qui n'est pas un main event. Ils le lui proposent quand même. C'est évident qu'ils ont une stratégie de négociation. Et là, j'avoue que je la comprends pas. Parce que si le but, c'est de faire revenir McGregor le plus rapidement possible, bah, quid? Qu'est-ce que ça branle, là? Bah, il y a eu un faux pas, je pense. Il y a eu un faux pas. Honnêtement, Parce que là, ouais, Dana White qui dit automne, moi c'est surtout ça qui m'étonne parce que on sait tous, McGregor, là, il lui faut au moins une victoire pour revenir dans le. Qu'est-ce qui se passe? c'est automne et étonne. Enfin, tu vois, bon, bref. C'est vrai. Voilà. C'était très fluide, je trouve. Ouais, oui, il est très fluide. Oui, il a besoin au moins d'une victoire pour revenir dans le gratin. Donc normalement, il devrait profiter de l'absence de Habib pour cela. Et là, s'il revient à l'automne, j'ai l'impression, enfin, c'est un peu con, c'est que l'UFC, ça va faire une espèce d'embouteillage à Star parce que entre la catégorie heavyweight qui sera vraisemblablement revenu en ordre, John Jones qui aura enchaîné une ou deux victoires, Habib qui revient, Max Holloway qui aura vraisemblablement battu Dustin Poirier, ça va être l'apocalypse. Donc, Ouais, non, mais ça. en fait, tout ça fait sens. Je pense qu'en fait, Conor McGregor aurait dû combattre là, maintenant, Ouais. enfin, dans les environs. En avril, ouais. Mais le truc, c'est que, et ça fait peut-être 3 ans que ça dure maintenant, que c'est la croix et la bannière, la croix et le banner pour négocier avec Conor. Tu vois, enfin, à chaque fois, on se rend pas compte, mais c'est à chaque fois une épreuve et on oublie parce que bon, maintenant il y a le temps qui passe et on n'a qu'une perspective qui est présente. Mais dans ces derniers combats, c'était chiant. À chaque fois, il y a eu des problèmes, la négociation, elle s'est éternisée et ce sera ça à chaque fois maintenant, même si ils lui donnent tout sur un plateau, même s'ils lui disent, on va dire main event, ok, main event, on va dire ok, 3 millions, ok, mettons. Et ben, il dira ouais, mais je veux plus, je veux plus, je veux plus. Tu vois. Et c'est le problème quand tu as un combattant qui commence à avoir un poids qui est supérieur en fait à celui de l'organisation, tu vois, et malgré ses défaites. Heureusement qu'il a perdu contre Khabib, hein, j'ai envie de dire, parce que sinon, ce serait. Ouais, mais avec Cross, ce qu'on voyait bien, c'est quand même là, le mec n'en peut plus. Chaque fois qu'il y a un combat, chaque fois, il call out même Tenshin Nasukawa. Donc, à un moment donné, le gars a vraiment envie de revenir. Et je pense qu'il serait pas très chiant. Et surtout, avec cette défaite, je pense qu'il est même moins chiant qu'avant, tu vois. Honnêtement, tu t'arrives, tu lui dis, bon, bah, t'as tes 10 millions et on te file n'importe qui. Il dit oui, mec. Mais justement, en fait, il est peut-être moins chiant qu'avant, mais on l'a vu, c'est pas que Conor, on l'a vu aussi avec Georges Saint-Pierre, que ce soit pour sa sortie de piste là un peu précipitée parce que la négociation n'a pas abouti, ou même les négociations qu'il y avait avant et qui ont pris un temps fou pour réussir à aboutir à Bisping GSP. On a quand même l'impression que l'UFC est un peu près de ses sous. Et dès que le combattant réclame une somme qui se compte en millions, et ce qui est normal pour des gens qui ramènent des sommes aussi énormes en pay-per-view que GSP ou que Conor, eh ben c'est vraiment laborieux. Mais laborieux au point où ça ne se fait même plus en fait. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe avec Conor et que là, voilà, on est en train, tout le monde est en train de perdre du temps. Il y a même un espèce, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une discussion d'après Brett Okamoto de ESPN entre Cowboy Cerrone et Nate Diaz pour un combat en middleweight parce que Nate Diaz a plus envie de côté de poids pour un petit rematch en 185. Donc on perd juste du temps et c'est vrai que Conor, vous perdez du temps. Vous perdez déjà du temps, ouais. Non, mais en non, fait, terrible. moi je pense, l'analyse perso, c'est qu'il y a eu une tentative parce que ça fait des années que Conor est en roue libre au niveau de son dialogue avec l'UFC. Comme il a perdu, bien perdu contre Khabib, et qu'en plus il a eu tout ce problème de la suspension et tout, je pense que les chefs négociateurs de l'UFC se sont dit il y a moyen de regagner du terrain, tu vois. Et à mon avis, ils ont dû lui proposer bon, allez, on te donne 800 000 et t'es en co-main, juste pour voir si ça passait, tu vois. Et là, ça passe pas, tu vois, genre ça passe pas, tu vois. Et je pense que c'est ça, je pense qu'ils ont été un peu trop gourmands, un peu trop ambitieux dans leur négociation, et c'est pour ça qu'à mon avis, ça coince, quoi. Et du coup, Conor, je t'en prie, reste. Non, simplement, du coup, pour dire que je suis d'accord avec Polydomso, c'est un peu comme des prédateurs, en fait. À partir du moment où tu sens que tu as l'ascendant, tu n'as plus envie de lâcher, et c'est vrai autant dans un combat que dans une négociation. Et je ne sais pas sur quoi tu allais rebondir, mon bon OG, mais on pourrait aussi faire une petite transition sur le fait que McGregor est en roue libre récemment au niveau de la négociation de ses contrats, et avec le fait qu'il est en roue libre du point de vue de
il est le nomadisme de son entraînement Et actuel. c'était oh là là. Oh là Putain, là. mais j'ai envie de vous high-fiver là, putain, bordel. Les grands esprits se rencontrent. Voilà. C'était Tarzan Jane, putain, mais Alors, cheesy as fuck. Mais alors donc voilà. effectivement, nomadisme de Conor McGregor qui aurait vraisemblablement quitté John Kavanagh et le Straight Blast Gym parce qu'il s'entraîne au Straight Blast Gym et plus le Straight Blast Gym de John Kavanagh. Messieurs, où est-ce que vous voulez voir Conor McGregor? En reste avait déjà sa petite idée, il me semble. Bah, moi, j'aurais bien voulu, parce que alors effectivement qu'on fasse un très rapide récap. Guillaume est en train de friser dans ses bons. Qu'on fasse un très rapide récap. Ouais. En fait, comment dire, il semble effectivement, par tous les bruits de couloir, mais aussi parce qu'on peut déduire des dernières actualités de Conor et de John Kavanagh, des petits mots glissés par presse interposée. Il semble que Conor n'a pas pardonné à John Kavanagh la stratégie qui a été utilisée contre Khabib, à savoir une stratégie Exactement. purement défensive et qui a laissé de côté tout ce qui a fait la force et le succès de Conor McGregor, à savoir une offense vraiment mais au poil en striking, etc. et des déplacements plutôt qu'une défense de grappling. Et Conor ne lui aurait pas pardonné. Ils se sont pas parlé apparemment depuis cette défaite. Et depuis même cette défaite, voilà, comme tu disais Guillaume, Conor en fait fait un peu le tour. Il est en train de faire un peu un circuit itinérant où il va à différents gyms, il va à différents centres d'entraînement pour voir ce qu'il en est, qui il peut rencontrer. Et ma petite idée, c'est aussi qu'il y va peut-être, pourquoi pas, pour trouver un head coach, un nouveau head coach. Et voilà, pour revenir un peu dans ce qu'on disait, ben moi, je le verrais bien dans une plus grande écurie. Alors certes, ça va être compliqué au niveau des égos parce qu'il y aura tous les autres combattants et que Conor, il lui faut presque une gym à sa mesure, un peu comme un Tony Ferguson, où c'est lui le centre et la star. Mais malgré tout, j'aimerais bien le voir avec vraiment un très très grand et acclamé coach comme Firas Zahabi, comme un Matt Humes ou quelque chose comme ça. Donc, à voir si ça se fait ou pas, mais je pense que ça lui serait bénéfique et il semble en avoir besoin. Là, il est un peu comme un enfant orphelin et perdu quoi, au supermarché. Alors, monsieur Polydomso. Je rejoins ce cher Rost sur le fait que, à mon avis, c'est une question de personnalité. Il y a sûrement plein de gyms qui peuvent correspondre à McGregor. Moi, par exemple, les deux gyms qui, à mon avis, correspondraient le mieux et lui feraient le plus progresser, ce serait soit ATT, soit AKA. Bon, c'est impossible pour AKA, tu vois, mais oui, bah oui. Les guerres tous les jours. Non, mais surtout qu'il y a Khabib là-bas. Mais en vrai, c'est là où il y a les meilleurs lutteurs. Donc c'est là où, à mon avis, il apprendrait le plus, quoi. ATT et AKA. ATT, il y a Colby Covington. Donc il y aurait moyen, tu vois, d'apprendre des choses. Oui, et puis tu as plusieurs plateformes en plus pour ATT. Donc à mon avis, au niveau du développement du style, c'est là qu'à mon avis, ce serait le plus bénéfique pour McGregor. Après, je pense que McGregor, il a un tel ego, il faut pas le nier, tu vois, qu'il faut au moins qu'il ait un mentor, tu vois. Ça a marché avec Kavanagh parce que Kavanagh, il le connaît depuis ses débuts. Et donc, il y a cette relation un peu père-fils, tu vois, genre même si Kavanagh, maintenant, c'est plus rien par rapport à McGregor, bah, dans l'esprit de McGregor, il le voyait toujours comme quelqu'un, comme son mentor, en fait. Un peu comme JSP et Christophe Midou, par exemple, tu vois, c'est un peu ça. Mais là, maintenant, il faudrait au moins que ce soit Firas Zahabi, tu vois, ou au moins, je sais pas, Dwayne Ludwig, tu vois, ou au moins, tu vois, un mec qui est... c'est qui le mec qui s'occupe de Demetrius Johnson? Matt Humes. Matt Humes, tu vois, genre des pointures comme ça. Il y aurait que ça, parce que sinon, je pense qu'il va aller dans le gym, ça va pas très bien se passer. Les sparrings, ils vont être horribles, tu vois, genre, parce qu'il y aura tous ceux qui voudront cartonner McGregor pour le plaisir de le cartonner. Et je pense pas qu'il se part comme ça, McGregor. Non, les vidéos qu'on voit de lui, c'est pas ça, tu vois. Et c'est pas genre Black House, shoot a box, tu vois, genre, c'est ça, tu vois, genre. Guerre nucléaire. Je pense pas que ça lui correspondrait. Donc je pense qu'il faudrait qu'il trouve. Je te dis, soit il a l'ego, il arrive à l'humilité d'aller à ATT se faire wrestle fuck, tu vois, par des mecs plus gros que lui et qui n'auront pas d'égards vis-à-vis de lui, ça ce serait bénéfique, mais je pense qu'il faut une humilité de moine tibétain pour faire ça, quoi. C'est pas possible. J'imagine McGregor faire ça. Et puis déjà les différents clans à ATT, c'est ça aussi pour moi qui serait compliqué. Déjà ATT c'est un peu la guerre en ce moment, donc bon. Poursuis Polydomso. Ouais, non, et je disais, ou alors, ouais, effectivement, le meilleur endroit, et encore que, il est un peu en bif avec Firas Zahabi, mais ce serait Tristar, tu vois. Ouais. Tristar serait le mieux pour lui. Mais ouais, Tristar pour moi ce serait top. On en parlait avec Russ, c'est génial parce qu'en plus il serait à Montréal, genre. Personne le ferait chier là-bas. Il pourrait en plus, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il a les moyens de se faire un délire à la GSP en prenant les meilleurs partout dans le monde. Il a son jet privé, il va où il veut.
Enfin, vraiment avoir une Et en équipe plus, avec les meilleurs. Parce que là, il est même devenu plus gros que le Straight Blast Gym. C'est aussi ça le problème. C'est ça, mais... et en plus, c'est vrai que pour vraiment finir et fermer le cercle sur ce que vous disiez, en plus, à Tristar, je pense qu'il y a beaucoup moins d'ego que dans les gyms américaines. À Tristar, et on peut pas, j'allais dire mener d'une main de fer par Firas, mais non, justement, c'est mené avec énormément de pédagogie et vraiment, c'est tous ceux qui vont à la Tristar disent que c'est extraordinaire l'ambiance qui règne à Tristar. L'ego est détruit au passage de la porte un petit peu, et c'est pour ça que effectivement, je pense que ça pourrait être pas mal parce que à mon avis, tout le monde ne serait pas dans l'optique de dégommer l'arête nasale de McGregor s'il y va. Et en plus de ça, c'est vrai que je rajouterais aussi qu'à mon avis, je pense, ça c'est une théorie personnelle, mais que en fait, tu sais, tu disais souvent, Polydomso, que tu n'étais pas convaincu encore par John Kavanagh. Tu n'étais pas convaincu par son taf en tant qu'entraîneur. Pour l'instant, alors voilà, c'est toujours un peu pareil dans le sens où Conor McGregor est une pépite. Donc effectivement, tu peux aider une pépite à éclore, à être tamisée, à être trouvée, etc. Mais là, il semble pas, malgré tout, dans tout le pool qui est en train de développer et qu'a lancé McGregor en Irlande, parce qu'il a quand même lancé un sacré mouvement, eh ben, il n'a pas énormément de succès quand même, John Kavanagh, dans ses entreprises. Et je pense que ça participe du fait que Conor McGregor a, en plus de tout ce qui s'est passé avec Khabib, a perdu peut-être un peu de respect pour la qualité d'entraîneur de John Kavanagh. Même le niveau sur place, t'as aucun mec qui peut un petit peu, par exemple, quand t'es à Jackson Wink, t'as quasiment tous les 3 mois, t'as un énorme événement. Donc ça permet à John Jones de redescendre un peu. Là, le problème, c'est que c'est McGregor, Gallagher qui se fait violer au Bellator. Enfin, après... il a gagné son dernier. Hein. Oui, il a gagné, oui, mais après... non, mais après, moi je pense que ça dépend des combattants. Il y a des combattants qui vont éclore dans un environnement toxique, genre la team Mayweather, tu vois, genre l'environnement bien toxique, quoi, tu vois, genre tout, où les mecs se cartonnent tous les jours. Et les gens, ils vont vraiment éclore là-dedans. Et il y en a d'autres, ils ont besoin de massage moral, tu vois, genre en gros, Ronda Rousey, tu vois. On lui dit, ouais, t'es la meilleure, t'es la plus belle, t'es la plus forte, t'es la plus intelligente, t'es la meilleure, t'es la plus. Tu sais, genre un truc, une espèce d'auto-hypnose, tu vois, genre, et ça marche que si t'as des yes man autour de toi et qui vont pas vraiment t'éprouver. Et je pense que Conor McGregor, mine de rien, il était un peu dans cette situation-là. Tu vois, je veux pas m'avancer parce que j'ai pas vu comment il s'entraînait au Straight Blast Gym. Mais bon, son meilleur partenaire, c'est Artem Lobov. Ça en dit long. Grosse signature du Bare Knuckle FC, attention. Et qui va combattre notre cher Paulie Malignaggi. D'ailleurs, parlons-en, Paulie, moi je ne comprends pas cette signature. À moins que le Bare Knuckle ait vraiment beaucoup d'argent. Sinon, c'est bizarre parce que le mec est quand même sur Showtime. Non, mais ça c'est Paulie Malignaggi qui fait une fixette. Hein, ouais, non, mais c'est Polignaggi. Là, je pense que Conor McGregor. Dada 5000. Je pense que Paulie Malignaggi, Conor McGregor, il est balls deep, mais vraiment, mais jusqu'au poil dans la gorge de Paulie. Honnêtement, je pense qu'il est prêt à sacrifier des billets. Paulie, je pense que c'est ce que tu avais en tête, Paulie Domso. Ouais. Malignaggi est prêt à sacrifier des billets s'il arrive à avoir un combat avoir un combat contre Artem Lobov, parce qu'il doit se dire que ce qui s'est passé avec Khabib, c'est parce que il a une telle loyauté, Conor McGregor, que si tu t'en prends à son sauce, eh ben tu t'en prends à lui indirectement. Je vois que ça, parce que effectivement, je pense qu'il est refait pour la vie. Normalement, Malignaggi, il est pas bête. C'était un ancien boxeur pro, il est probablement millionnaire. Ouais. Il a aucun intérêt à venir au Bare Knuckle FC pour faire des combats avec des mecs, quoi. Donc là, je pense que c'est juste une histoire il est juste fixé, mais en mode autoroute à sens unique sur Conor, quoi. Fixé. Enfin bref, on verra pour Conor McGregor. Messieurs, passons aux actus du week-end. J'en profite pour dernière annonce. Il y a Charles qui nous avait posé une question sur Facebook. Comment taillent les t-shirts? Les t-shirts sont un peu moulants mais assez confortables. Et donc je crois que c'est le dernier jour pour les commander ou dans les derniers jours. Ensuite, on fera commande groupée et puis nous vous les enverrons. Donc, merci pour votre soutien. En tout cas, actu du week-end. Notre cher Cédric Doumbé qui s'était fait anéantir sur les commentaires la sueur, qui a sorti la démo. Mais vraiment, moi, il m'a impressionné comme jamais. Parce que perso, j'avais peur. J'étais quand même... Oui, je doutais vraiment. À raison. Et il était hyper confiant dans l'interview. Et il a été hyper agressif, opportuniste, 3 knockdowns, TKO. Nouveau champion, enfin il retrouve sa ceinture du Glory. Chapeau. Ouais, non, chapeau, surtout que Harut Grigorian, c'est
pas du tout un petit client, quoi. Clairement. Il est bon, quoi. Et je pense que il a cette capacité. Moi, je suis fasciné par Cédric Doumbé parce qu'il a cette capacité à troubler ses adversaires qui sont pourtant tu vois, tu prends Nicky Holzken, Harut Grigorian, Murtel Grenard, c'est des mecs, c'est des vétérans, ils ont tout vu, hein. Ils ont vraiment tout vu, tout combattu et tout. Mais il les trouble. Il a une façon de combattre qui les trouble et qui jette la confusion et le chaos dans leur plan. Tu vois, c'est des mecs, c'est des bons tacticiens. Grigorian, c'est un bon pressure fighter, il est dangereux. Mais là, il était complètement inexistant. Il a rien fait, quoi. Il a rien fait, tu vois. C'était une ombre. Et puis en plus, tu vois, tu disais, Guillaume, qu'il a été opportuniste. En vrai, je trouve même pas que c'était de l'opportunisme parce que c'était vraiment une entreprise de destruction où il était en contrôle total. Honnêtement, il y a eu un premier round qui était visiblement un premier round d'observation pour Doumbé. Et le deuxième, vraiment, c'est comme tu disais en fait, Polydomso, c'est presque, il a hypnotisé Grigorian et il a simplement mis la marche en avant. Et honnêtement, je l'ai même pas trouvé aussi fin qu'il ne l'avait été contre un Holzken ou contre un Grenard. Ouais. Quand je dis opportuniste, c'est juste dans le sens où quand il avait touché, il a vraiment appuyé sur l'accélérateur. Alors que souvent, il essaie quand même. Enfin, tu sais, tu avais ce petit côté, bon, bah, tu as touché le gars. T'es un petit peu trop sur le gestionnaire en fait et il s'imposait par décision. Tu vois. Mais moi je pense, pour rebondir, je pense qu'en fait il a changé son style, le Doumbé. Il a un peu perdu en finesse ce qu'il a gagné en agressivité et ça c'est depuis sa défaite entre guillemets. Je déteste les gens qui font ça, hein, d'ailleurs au passage. Donc, déteste les défaites entre guillemets contre Grenard où c'était allé à la décision et il avait eu une petite décision spéciale Glory Style, tu vois, genre où tu comprends pas trop, tu vois. Enfin, c'est un peu. Ah bah c'est le Glory Hall. Ouh, tu vois, genre c'était un peu ça, tu vois. Et en gros, depuis, il met l'accélérateur. Son combat contre Vienno aussi, c'était ça. C'est-à-dire, il avait bourriné Vienno, quoi, enfin et tout. Ouais. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ça lui va bien. Il est assez explosif et il a assez de pouvoir de KO pour faire ça. Donc c'est bien. Et il a l'air de pas se faire touché outre mesure. Alors, est-ce que c'est lié effectivement au fait que Grigorian n'était que l'ombre de lui-même, ce qui est donc dû à Doumbé, hein, Est-ce que c'était dû au fait qu'il n'était que l'ombre de lui-même? Je ne sais pas, mais j'ai un peu peur que s'il garde ce style, par exemple là, avec ce style-là, s'il refaisait une revanche contre Holzken, franchement, j'aurais un peu les miquettes, je pense. Honnêtement. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est le combat contre Alim Nabiev, hein, parce que Alim Nabiev, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça contre lui. Hein. Donc, pour moi, Alim Nabiev, je le mets toujours dans le meilleur dans la catégorie au Glory. Hein. Au Glory, ouais, je pense que c'est si ce n'est un des meilleurs, parce que bon, tu vois, pareil, Grenard, bon, il a perdu là. Ouais. Mais Grenard, un jour, il peut être excellent et imbattable, et l'autre jour, il peut être mauvais. C'est vraiment Grenard, ça a été ça toute sa carrière, quoi. Un jour, il peut mettre KO Kishenko. L'autre jour, il peut perdre contre Nabiev, contre d'autres personnes. Tu vois, c'est vraiment, c'est aléatoire, tu vois, genre. À ce niveau-là, bon bah, faut voir. Mais là, Doumbé, difficile à aborder, hein, quand même. Propre. Ouais. Et sinon, les gars, UFC Wichita, donc l'événement qui, juste après l'énormissime UFC 235, bon, on va parler du combat que tout le monde a vu, donc Derrick Lewis, Junior Dos Santos qui a régalé. Il y a Kevin Yole, le journaliste de Yahoo Sports, qui s'est un peu enflammé, qui a fait Junior Dos Santos a fait sa meilleure impression de John Jones. Bon, sa meilleure impression, sa meilleure imitation, voilà, en français, de John Jones. Bon, j'ai pas vu ça, mais en tout cas, Junior Dos Santos m'a vraiment fait plaisir. J'ai beaucoup apprécié et superbe. Ah, magnifique. Moi, je suis un fan inconsidéré de Junior Dos Santos, donc ça fait plaisir. De la première heure. Mais je vais laisser la parole à quelqu'un qui a, à mon avis, plus de neutralité et d'objectivité sur la question. N'est-ce pas, Rost, hein, Bah, c'est vrai que j'ai un peu moins ce rapport au cœur à Dos Santos que la Polydomso. Et au corps d'ailleurs. Et au corps aussi, bien sûr, toujours. Mais c'est vrai que ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir de voir Dos Santos déjà qui gagne, et qui gagne avec la manière, parce que le KO est vraiment somptueux, le spinning back kick est somptueux aussi. Ce qu'il y avait avant aussi, au premier round aussi. Ce qu'il y avait avant aussi, voilà. Le combat était extrêmement divertissant parce que c'était à back and forth, parce qu'il y a eu un moment donné, après ce spinning back kick, Derrick Lewis était blessé, il nous a fait une Scott Smith où il est revenu et il a fait trébucher Dos Santos. Enfin, c'était incroyable, vraiment, c'était un super combat. Après, cela dit,
j'ai pas trouvé que c'était très technique quand même. Ah oui. Certes, la Dos Santos, de toute façon, il a ses spéciales. Son espèce de claque est suivie de son overhand right des enfers. Bon, bah ça, c'est un best-seller. Ouais, Mais à part best-seller. c'est un best-seller. Ouais. Mais à part ça, c'est vrai que il a été bon, il a été précis, il a été rapide. Il a gardé vraiment cette anglaise, tu sais, en in and out qui a fait son succès. Après, voilà, c'est toujours pareil. Contre Derrick Lewis, Exactement. Ouais. tu peux briller en fait. C'est un mec qui est objectivement pas très bon en fait. Il a du cœur, il est énorme et c'est une force de la nature et il frappe très dur. Mais une fois que cela est dit, qu'est-ce que je veux dire eh ben, il n'a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas très bon debout, il n'a pas un très bon fight IQ. Là, par exemple, typiquement, à un moment donné, donc, il s'est pris le spinning back kick. Il revient avec une Scott Smith et il fait trébucher Dos Santos qui tombe à terre. C'est le moment parfait pour se jeter sur Dos Santos, maintenir le combat, ground and pound, et tu récupères. Et non, il a essayé de lui faire un ground and pound, on ne sait pas pourquoi, et sans même essayer de le maintenir ou de le ceinturer, Dos Santos se relève. Et il a refait la même aussi. Et ça, bah voilà, en fait, c'est pour ça que j'ai adoré revoir Dos Santos gagner, mais tout le monde brille contre Lewis avant de se prendre le KO ou de mettre le KO en fait. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que contre Lewis, en fait, Lewis pour moi, normalement sa place dans une catégorie qui serait saine, on va dire, ce serait la place de gatekeeper, tu vois. Ouais. C'est le mec qui a des qualités. C'est le Roy Nelson 2.0. Bah, c'est ça en fait. Et Exactement. en gros, il a des qualités qui sont très prévisibles. Tout le monde sait ce qu'il apporte sur la table d'Eric Lewis. Et on peut même faire une cartographie de l'intensité du combat round par round quand tu combats Derrick Lewis. C'est-à-dire début de round, il va faire une accélération, fin de round, il va faire une accélération. Au milieu, ça va être un peu le calme plat, il va faire 2-3 kicks sauter, histoire d'eux, tu vois, et puis il fera rien d'autre, tu vois. Et en fait, à partir du moment où tu connais en fait ces attributs-là, bah, c'est là où un combat contre Derrick Lewis permet de faire la distinction entre un combattant qui est intelligent et qui est capable de capitaliser sur quelque chose de connu et un combattant qui n'est pas capable de ça. Et donc ça fait la distinction entre les bons prospects et les mauvais prospects en fait. Et ça devrait être ça son rôle. Le fait est qu'on se retrouve dans une catégorie heavyweight où il n'y a vraiment pas grand monde, hein, on peut le dire. Bah, ça fait qu'il n'est pas top 10, il est top 5. Ouais. Mais en vérité, ce que dit Rost est vrai, parce qu'à mon avis, il n'a pas tant de qualité que ça, en fait, d'Eric Lewis. Il a du mal, par exemple, un truc qui est évident quand on le regarde combattre, c'est que dès que tu fais 2 pas en arrière, il est incapable de poursuivre son agression. Il va exploser sur un kick, il va mettre 2 points, tu recules de 2 pas. Enfin, je dis pas que moi je serais capable de le faire, mais je dis les combattants qui le font, c'est ce qu'a fait Junior Dos Santos, c'est qu'il a couru en ligne droite à chaque fois qu'il y avait une accélération. Et ça, normalement, ça passe pas contre un combattant qui sait avancer et frapper en même temps, tu vois. Ouais. Mais en fait, à chaque fois, Derrick Lewis s'arrête et revient. Et ça avait été vu aussi dans son combat contre Mark Hunt, où Mark Hunt, en fait, l'avait collé contre la cage. Et dès que Derrick Lewis faisait une petite explosion athlétique comme il fait, tu vois, par exemple, les flying kicks ou les flying knees qu'il fait, bah, en fait, Mark Hunt, il reculait un petit peu et puis ça... C'est bon, il pouvait reprendre l'agression en fait. Et ça, en fait, ça, surtout contre Junior Dos Santos, ça peut pas passer. Parce que Junior Dos Santos, il a peut-être la meilleure boxe offensive hein, de la catégorie. Et en fait, sa faiblesse, c'est quand tu lui mets la pression. Mais si tu le laisses s'exprimer, prendre son temps, installer son rythme, tu vas te faire fumer, quoi. Il y a pas de doute là-dessus, quoi. Même aujourd'hui, tu vois. Même s'il est moins rapide qu'avant, ça c'est clair. Tu vois. Alors, what's next? What's next pour Junior Dos Santos, les gars? Francis Ngannou s'est montré intéressé. Bon, on en a déjà parlé, on veut pas ça pour Junior. Mais c'est compliqué parce que cette catégorie, là, voilà, on se retrouve avec un nouveau combat contre Stipe Miocic. Pareil, ce serait compliqué. Enfin, c'est dur pour lui. Là, franchement... Bah, c'est dur et je sais, j'ai l'impression qu'on dit ça très souvent, mais et quand même, ça veut dire que cette catégorie heavyweight, elle sent vraiment le bouchonner quand même. Hein. Sans déconner, voilà, on en est à est-ce qu'on le remet contre Miocic, est-ce qu'on le met contre bon Ngannou, ce serait au moins un nouveau match-up. Mais voilà, il y a quand même pas grand monde dans cette caté. Ngannou, c'était un peu le vent frais. On a des nouvelles recrues comme Blagoy Ivanov, mais on se rend compte, on a vu contre Ben Roswell que bah en fait. Ça et puis il l'a déjà battu en plus. C'est Junior qui l'a. Junior a déjà battu. Bah, Blagoy Ivanov, c'est vrai. Bah, donc, en fait, le problème aussi, c'est que dès qu'un heavyweight perd, il perd un peu sa pertinence parce qu'il y a des mecs qui sont bons, mais le truc c'est que Junior Dos Santos n'a rien à gagner à le combattre maintenant à ce stade-là. Parce que par exemple contre Curtis Blade, ce serait intéressant.
Oui. Mais Curtis, là, tu vois, Junior Dos Santos, il a tout à perdre à rencontrer Curtis Blade. Parce que là, lui, il arrive avec sa winning streak de 3 combats. Et Curtis Blade, c'est très dangereux contre lui parce que c'est un bon lutteur et il est complet et c'est un gros athlète. Et là, il risque beaucoup, tu vois. Pareil contre Volkov, tu vois. Volkov, maintenant, il est sorti un peu des radars parce qu'il s'est fait atomiser par Derrick Lewis. Mais en vrai, tu vois, genre, il est toujours dans le top, tu vois. Et là, pareil, Junior Dos Santos, il a rien à gagner à rencontrer ces mecs-là. En fait, théoriquement, là, dans les élans actuels et les mouvements actuels, Junior Dos Santos, il devrait combattre soit Francis Ngannou, soit Stipe Miocic, soit Daniel Cormier, tu vois. Soit, à la limite, un match-up que je verrais bien, c'est si Justin Wilnis gagne contre Curtis Blades, on fait un espèce de pente montante, Justin Wilnis contre Junior Dos Santos. Ça aurait le plus de sens. Oui, surtout que là, en plus, Junior, c'est vrai qu'entre Blago Ivanov et Bam Bam, bah là, il a quand même cassé un peu de hype, donc ça peut être pas mal pour lui. Hein. Ah ouais, le vieux loup a encore des dents pointues, hein, quand même. Ah non, c'est ça. Vieux loup, mais toujours un loup, quoi. Ouais. Vieux loup, mais toujours... toujours un loup. Bon, les gars, est-ce qu'on parle de Tenshin Nasukawa ou pas? Ah bah là quand même, on touche au deuxième chouchou de Polydomso là. Polydomso qui s'était fait souiller par la communauté La Sueur après sa défaite contre Floyd Mayweather et qui là revient au Rise. Bon bah ok, il était contre Federico Roma qui était pas non plus un foudre de guerre. C'était quoi le premier tour du tournoi du Rise? Premier tour du donc la 58. Donc la victoire était attendue. On rappelle Tenshin Nasukawa, double champion du Rise, donc bantamweight et featherweight. Et donc là, qui était au premier tour, qui s'est vraiment fait plaisir pour le coup. Si tu sentais que c'était un peu le... Voilà, là, il lui fallait des highlights, il lui fallait des contenus pour les réseaux sociaux, donc ils lui ont sorti une espèce de victime expiatoire, voilà. Ouais, ils étaient clairement pas au même niveau tous les deux, quoi, parce qu'il a pas pris un coup, je crois. Enfin, tu sais, genre, non, mais c'est vrai. Enfin, c'est terrifiant quand tu regardes le combat. Il y a jamais un moment où il était même pas, ne serait-ce qu'en l'ombre d'un risque. C'est un peu terrifiant. Ça va être un peu plus compliqué pour lui en demi-finale parce qu'il rencontre Swakim, qu'il a déjà combattu. C'est un des deux tailles qu'il avait combattu. Il y a deux mecs, en gros, qui en kickboxing ont un peu ébranlé Tenshin. C'est Swakim, parce que Swakim, c'est un vétéran, ancien champion du Lumpini, qui est très tactique, très intelligent dans sa façon de combattre. Il avance, il cut bien le ring et tout. C'est juste qu'il est un peu, moi je trouve, paresseux. C'est un peu à la façon, il y a beaucoup de combattants taille qui font ça, tu sais, qui sont pas trop actifs, tu vois, parce que dans le système de notation en Thaïlande, pour ceux qui ont regardé les combats de Muay Thai, bah, par exemple, tu mets un kick ou tu tires en clinch pendant 1 minute et tu vas gagner le round. Tu vois. Ils sont pas comme en kickboxing où les mecs privilégient les actions au point et tout. Ils sont plus dans l'esprit Muay Thai. Tu vois. Et Swakim, il a un peu ce défaut-là, c'est que s'il met un middle kick ou deux, il va se dire ouais, j'ai gagné le round. Alors qu'en fait, non, il n'a pas gagné le round. Mais en fait, il est très tactique en revanche dans son approche. Et tactile. Et très tactile. Et l'autre taille, bon, je terminerai la petite parenthèse sur Tenshin, c'est Rotang. Rotang. Et alors moi, je dis rien. Je dis juste regardez les combats de Rotang parce que ce mec est fabuleux. Et regardez surtout celui contre Tenshin. Parce que sans déconner, si vous connaissez pas Rotang, vous allez comprendre. Vous allez comprendre qui c'est contre Tenshin. En gros, grosso modo, je sais pas si vous avez vu Shaolin Soccer. Dans Shaolin Soccer, à un moment donné, il y a toute une scène où ils injectent un espèce de produit à l'uranium au gardien ou je sais pas trop quoi. Et le mec, grosso modo, se transforme en super-héros, en homme fer. Et Rotang, c'est ça. Je sais pas à quoi il a été biberonné ou seringué, mais seringué, oui, tout à fait. Peut-être seringué, mais Rotang, c'est vraiment l'équivalent d'un Luke Cage, mais en version mini-mi. Il est infinissable. Et c'était vraiment, on en a pas mal parlé avec Polydomso, le combat Rotang contre Tenshin, sans déconner, Tenshin est quand même assez costaud mentalement parce que normalement ça te détruit psychologiquement de faire ça. Mais moi en fait je veux dire ce combat ça me fait penser à un film de Rob Zombie. C'est que c'est à la fois drôle et à la fois terrifiant, tu vois. C'est qu'en gros parce que Rotang il se prend des contres mais infernaux et il en a rien à foutre quoi. Il continue d'avancer donc c'est un peu comme la mort, tu vois. C'est implacable, ça vient vers toi et tu peux rien. Tu peux rien, tu vois. Genre... Enfin bref, donc voilà, ce Rotang qui évolue à peu près dans toutes les organisations. Ouais, il est au One. Grosso modo, exactement. Donc voilà, donc c'est un peu les petites pépites exotiques dont on vous parle. Première question, donc les gars, oui, parce que là, chaque semaine maintenant, le trio de l'enfer se réunit pour répondre à vos questions. Donc vous nous les posez sur Instagram, @lasueur, Facebook, @lasueur, Twitter, @lasueur_off, exactement, et puis on y répond. Donc la question sur Facebook de Damian, fan de Newcastle.
Et oui, ça ne s'invente pas. Oh putain. Oh putain, il y a de la question. Alors, bonjour la sueur, j'adore contre-travail comme d'habitude. Ouh. Fâché avec l'orthographe, Damien, mais c'est pas grave. Alors, Damien, j'adore votre travail comme d'habitude. Continuez comme ça. Petite question. Je, pour ma part, pense que hier soir, nous avons vu le prochain adversaire de Francis Ngannou, Junior Dos Santos. Est-ce que ce combat, selon vous, est cohérent? Bon, bah, on en a parlé, oui. L'UFC n'est clairement pas prête à redonner un title shot à Francis. Stipe passe devant. Et avant Stipe, il va voir le dernier combat de DC. Ok, je poursuis. Je viens d'entendre que Conor vs Cowboy, ça risque d'être compliqué à faire car Conor veut que revenir pour. Je lis vraiment hein, pour. Il veut revenir que pour une main event. Mais le contact avec TSPN veut que les main events soient des combats pour les titres. En fait, on fait quoi avec lui? Pour moi, Cowboy, c'était vraiment le combat qui pourrait faire revenir l'ancien Conor. Je pense que maintenant, on va avoir un Aliaquinta versus Cowboy. Peut-être que je me trompe. Bonne journée à vous et merci encore pour votre travail. Merci Damien pour ta question. Il y a un autre message après que je lirai de Damien, mais s'il te plaît Damien, c'est un peu compliqué à lire. Donc voilà. Donc alors les gars, le Cowboy Aliaquinta, avant de répondre aux autres questions de Damien. Bah, ce serait un petit peu la consolation du pauvre quand même. Hein. Oh ouais, il est dur, mais non, juste. non, ce serait un beau combat, mais tu sais, c'est vraiment, t'aurais pu avoir, enfin, je sais pas, un super pain au chocolat et puis t'as un carreau de chocolat. Enfin, c'est pas pareil. C'est cool, c'est bon, mais c'est pas pareil. Là, honnêtement, mais vraiment, ce sera un beau combat. Je pense que là, vous me rejoindrez tous les deux. Ce sera un beau combat. Ouais. Ça aurait même du sens en fait dans les rankings. Mais bon, voilà, on a flairé le Conor, ce serait dommage. Ouais, oui. bah. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai que quand t'as flairé le Conor, tu t'as pas dit à Quinta, t'es un peu. Même si on adore. Tu restes sur ta fin. Moi, en plus de ça, j'augure pas forcément des bonnes choses parce que si les mecs se sont dit c'est difficile de négocier avec Conor McGregor, on se rabat sur Ali Aquinta, je sais pas s'ils ont fait le bon choix parce que le mec est quand même réputé pour être assez instable dans sa façon de négocier et tout. Donc ils sont peut-être tombés de Caraïbes dans Scylla là. Oh là 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 là. Alors poursuivons avec Damien. J'ai aussi peur pour la catégorie 145, donc featherweight. Je pense pas que Max va défendre. Pour moi, le nightmare match-up d'Ortegas et Aldo, sans transition. Je sais pas s'il bat Volkanovski. Rodriguez s'est fait bouffer par Edgar. Je suis pas sûr s'il est prêt pour le top du top. Pour ma part, le cardio de Zabit m'a pas impressionné, même si sa technique est vraiment très fort. Du coup, il nous a fait un panorama de tous les, tous les prospects du featherweight. Effectivement, vas-y. Effectivement, il a raison. Il y a un mystère un peu qui plane sur l'avenir de cette catégorie. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit sur le fait que Max Holloway va pas s'éterniser. Je pense qu'il a déjà prouvé ce qu'il avait à prouver dans cette catégorie. Pour le reste, Volkanovski, moi je suis un énorme fan. Ça m'embête un peu qu'il aille combattre contre Aldo, parce qu'Aldo il a la fâcheuse tendance à démolir les prospects. Ouais. Et, vraiment un prospect Volkanovski. Ah ouais. Ouais. Non, attends, il est excellent. Oui, non, il est bon, mais je veux dire, pour moi, c'est pas. Je pense que c'est pour ça que l'UFC a pas fait Zabit contre Aldo, par exemple. Parce que je pense qu'ils se disent que financièrement, Aldo peut toujours faire du bif et que Volkanovski n'atteindra pas. Ah oui, d'accord, prospect dans ce sens-là. Oui, dans le sens star, oui, je suis d'accord, il n'aura pas l'impact même d'un Zabit. Je pense que Zabit, il y a plus d'engouement déjà pour lui que pour Volkanovski, ce qui est assez injuste parce que Volkanovski a plus accompli dans cette catégorie que Zabit pour le moment, en tout cas pour le moment. Ouais. Et pour le reste, je ne sais pas si Aldo va triompher de Volkanovski. Je suis d'accord aussi que Aldo, c'est un sale match-up pour Ortega, parce que Aldo, c'est peut-être celui qui a la meilleure takedown de défense et qui a vraiment un sol très très efficace. Et une anglaise d'enculé. Et une super anglaise. Alors que l'UFC réfléchit pour un Brian Ortega Zabit, les gars. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est vachement intéressant. Bien ça, ouais. Parce que c'est très dangereux pour les deux. Oui, exactement. Moi, je trouve ça bizarre pour une catégorie qui va se chercher dans les prochains mois un nouveau patron. C'est bizarre de griller potentiellement 2 cartouches parce que si Ortega perd, là, c'est chaud pour lui. Et si Zabit perd, c'est un peu moins chaud, mais tu auras ce côté fin de hype, grosso modo. Ouais. Oh, je trouve que c'est dur. Si jamais Zabit perd contre Ortega, Ortega, c'est quand même le mec qui a fumé tout le monde sauf Max Holloway. Ouais. Donc il y a pas là, Zabit, il est encore tout jeune dans cette catégorie.
Il la prend, il vient d'avoir sa plus belle victoire, à mon sens, là, contre Stephens. Et si jamais il perd contre Ortega, je pense pas qu'il va retomber. Sauf si vraiment il se fait dominer, tu vois. Mais genre. Ah non, mais ça peut être. moi je veux dire, ça va pas être, il va pas disparaître, mais tu auras quand même ce côté, la fin de Zabit, c'est le nouveau champion. Tous les mecs qui nous envoient plein de commentaires en mode les gars, c'est le meilleur. Enfin voilà, tout ça, ça va s'éteindre. Ouais, c'est possible, c'est vrai. Enfin. Mais ce serait vachement intéressant. Et franchement, juste ne serait-ce que pour voir Zabit en danger, j'aimerais bien. Parce que debout, je ne sais pas s'il sera autant en danger, très franchement. De ce qu'on a vu contre Stevens et de ce qu'on a vu de toute sa carrière précédemment, debout, je serais quand même assez confiant sur une domination de Zabit contre Ortega. En revanche, au sol, ce sera vraiment le test du feu. Et rien que pour ça, j'ai envie de voir, en fait. J'ai envie de voir un Zabit qui est vraiment, vraiment mis en danger parce qu'on ne l'a pas vu jusqu'à maintenant. On le met lentement, mais sûrement contre des très bons. Donc Stevens, c'était pour voir un peu où il en était debout. Il l'a dominé complètement. Et maintenant, j'aimerais bien voir où il en est au sol. J'aimerais bien qu'il soit testé partout pour qu'une fois qu'il arrive sur un title shot, il soit vraiment indéniable dans sa position de challenger. Bah moi je pense déjà le voir sur un 5 rounds, ça permettrait déjà, ce serait pas mal. De ce qu'il vaut. Parce que sinon qui d'autre contre Zabit? Bah honnêtement, Moïcano j'aurais bien aimé. Normalement il aurait dû se faire, mais Moïcano bon là il tombe un peu ses stock markets sont en train de se casser la gueule, tu vois, c'est l'indice du Dow Jones, tu vois, genre qui descend, tu vois, parce qu'il a perdu contre Aldo. Mais c'est un assassin, hein, Moïcano. Hein. C'est un mec vraiment, il arrive à trouver les faiblesses à peu près de tous les combattants. Et même contre Aldo, quand tu regardes le combat, à la fin du premier round, il arrive à calculer Aldo et à placer des genoux en plein pendant les échanges debout et tout. Bon, il s'est fait surprendre par l'athlétisme et les réserves, on va dire, physiques d'Aldo, tu vois. Mais en vrai, c'est un mec qui calcule, il observe bien et il défragmente les gars qui est en face de lui. Donc, c'est un combat que je trouverais très intéressant contre Zabit Magomedsharipov parce que en fait Zabit Magomedsharipov, la plupart des combattants qui l'ont affronté n'ont pas réussi à bien appréhender le combat. Ils ne savaient pas trop quoi apporter. C'est-à-dire Zabit, c'est vrai que c'est un peu une énigme parce qu'il est bon debout, il est très flashy, mais c'est un tueur aussi en lutte et en grappling, tu vois. Donc les gens ils ont un peu de mal à savoir quelle est la recette, quel est le truc à appliquer. Et je pense qu'il y en a un qui peut trouver en fait la petite solution en plus au cours du combat, si jamais ça dure longtemps, bah, c'est Moïcano. Parce que Moïcano, il a ce sens, tu vois, de l'observation. Il lui faudra généralement moins d'un round pour à peu près calculer son adversaire et pour s'adapter, tu vois. Donc, j'aimerais bien voir, tu vois. Enfin, wait and see, motherfuckers. Question sur Instagram, donc la sueur de GBTT11. Bravo pour le podcast du jour. J'avais 3 questions pour la FAQ de demain ou une prochaine vidéo. Est-ce qu'un combat McGregor-Barboza pourrait être intéressant pour les spectateurs et pour les combattants eux-mêmes? Ouais, carrément. Alors stylistiquement, ce serait intéressant. En plus, on serait sûr et certain qu'il y a des feux d'artifice. Oui, là, clairement. On aurait un prédominant kicker contre un prédominant boxer contre puncher et bon timer. Ce serait super intéressant. C'est un risque quand même pour Conor. Après, honnêtement, ce serait pas mal parce qu'il n'y a pas trop de risques. C'est un risque pour Conor, mais après Khabib et contre c'est pas un lutteur, Barbosa, donc tu es sûr que la menace, tu sais d'où elle vient, quoi. Enfin, elle vient du striking. Le mec va vraisemblablement pas essayer de te mettre au sol. Ça pourrait être un bon combat pour se remettre en selle et puis ce serait sympa. Ce serait sympa. Non, moi je suis d'accord, d'autant que Barbosa il apporte quelque chose pendant longtemps on a pensé que ce serait la kryptonite de McGregor, à part la lutte. Bah, c'est des low kicks de boxer taille, quoi, tu vois. Parce que McGregor, il a cette position de, tu sais, un peu en zenkutsu de karaté Shotokan, tu vois, où tu es assez large sur tes appuis et tout. Et ça, dès que tu prends un low kick, normalement, tu pars en sucette, quoi, tu vois, genre tu pars en toupie Beyblade. Tu fais la spéciale. Attends, c'était quoi déjà? Le low kick, la vidéo du low kick de Pedro Rizzo. De Pedro Rizzo sur le journaliste, exactement, tu vois. Tu fais la toupie. Et en fait, pendant longtemps, on pensait d'ailleurs, avant qu'il combatte José Aldo, c'était un peu le truc qui revenait tout le temps. C'est genre, quand José Aldo va le kicker, ça va être différent et tout. Bon, José Aldo, ça faisait un moment qu'il kick. Mais Barbosa, c'est un peu genre son pain et son beurre, hein, pour faire un anglicisme bien affreux, tu vois. Et c'est le truc qu'il fait souvent. Et il a des low kicks, mais tu les vois pas passer, quoi. Donc rien que pour ça, moi, j'aimerais bien voir. C'est intéressant de voir comment il arrive à
circonvenir cette menace, tu vois. Genre. Après, ouf. Et après, par contre, le problème, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, financièrement, ce serait compliqué à mettre en place. Mais ça dépend, parce que après une potentielle victoire contre Justin Gaethje, le stock market, ça peut monter. Hein. Ouais, oui, ouais, compliqué. Alors, quel serait le combattant parfait? Je sais que vous avez déjà répondu à la fin de la vidéo sur Fury Wilder, donc fidèle, mais vous aviez dû vous dépêcher car la caméra allait s'éteindre. Donc, si vous pouviez prendre plus de temps pour répondre, ce serait cool. Donc, je pense qu'on va dire quel serait le combattant parfait, mais cette fois en tant que personne. Hein, si vous devez penser à un combattant, quel est pour vous le mec parfait? Pour ma part, moi, ce serait John Jones, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il a montré qu'il continuait d'ajouter des armes à son arsenal et que c'était vraiment impressionnant. J'aimerais juste vraiment que John Jones, là, c'est la seule chose, qui reste quand même en off-season, en très bonne forme. Parce que là, il y a une vidéo qui est sortie de Monster Energy, qui est son sponsor, et on peut voir que le John Jones, à 2 mois des combats, il reste quand même un peu moins, on va dire, sérieux, et oui, sérieux dans ses entraînements et dans son régime alimentaire. Voilà. Waouh, mais ça, c'est John Mais Jones. bon, Ça. mais oui, mais voilà, mais c'est vraiment pour chipoter. Ouais, Pour chipoteler. Pour chipoteler. mais le truc, après, la question, est-ce qu'il pose quel est le meilleur combattant, genre en technique et tout, ou est-ce que c'est genre la personnalité, quoi? Parce que là, j'ai l'impression que la façon dont tu poses la question. Alors, Parce que moi, après, en tant que combattant, effectivement, je pense que la meilleure qualité, c'est de jamais te mettre dans. Il y en a souvent qui disent, ouais, John Jones, il bat les mecs dans leur discipline. Moi, je trouve que c'est une connerie, c'est faux. Il fait pas ça. Il impose toujours son rythme et sa distance, tu vois. Il laisse jamais les autres s'exprimer. Parce que même quand tu regardes le combat contre Glover Teixeira, par exemple, tout le monde s'esbaudissait en disant, ouais, il est allé au corps à corps contre Teixeira en courte distance. Il n'a jamais été en courte distance. Il était soit à très longue distance, soit en clinch. Il n'a jamais été dans la distance de Teixeira, tu vois. Et ça, c'est la force de John Jones, c'est de ne jamais laisser l'autre s'exprimer. Et d'ailleurs, c'est ce que disent la plupart de ses adversaires. C'est moi, j'ai pas pu faire mais je comprends pas, mais j'ai pas pu faire ce que je fais d'habitude. Bah oui, parce qu'en ce qui s'est passé contre Anthony Johnson, par exemple. Et contre Gustafsson. Anthony Smith. Ouais. Anthony Johnson, oui. Putain, mais oui, you wish. Ce combat-là. Oui. Ouais. Donc effectivement, ouais, si tu me demandes le combattant parfait pour moi, d'ailleurs c'est pour ça que je dis que à mes yeux c'est lui le meilleur. Et je me suis fait chier dessus allègrement pour ça, mais je suis désolé, tu vois. Quand je vois un mec comme ça qui arrive à imposer son rythme et surtout ne pas prendre de risques, presque jamais, tu vois. Ça m'impressionne, tu vois. Après, en termes de mentalité et de personnalité pour un combattant. Moi, je pense le truc qui manque un petit peu à John Jones, mais on peut pas lui reprocher parce que c'est exactement ce que je viens de dire, c'est que s'il peut terminer le combat sans prendre de risque, il va le faire. C'est pas le genre de mec qui va se mettre dans la gueule du loup et qui va, tu vois, contre Anthony Smith par exemple, il a pas poussé, tu vois, genre jusqu'à le terminer, quoi. Il voulait pas se mettre dans cette situation de risque en fait. Et c'est un peu le reproche qu'on faisait par exemple à Georges Saint-Pierre et à José Aldo aussi pendant sa défense de titre. C'est un peu le reproche qu'on fait aux meilleurs. Et après, c'est vrai qu'en tant que personnalité, ce qu'on vise un peu plus, c'est les gens un peu comme Joe Frazier, tu vois, genre qui sont prêts à prendre un coup pour en mettre deux, quoi, ou plutôt prendre 2 coups pour en mettre un, tu vois. Donc voilà, enfin. Et en plus, il y a un peu une composante, parce que du coup, là, j'imagine que si on parle de combattant parfait, ça se joue entre Demetrius Johnson, GSP et John Jones. Et Artem Lobov. Bien sûr, évidemment. Du coup, c'est vrai qu'il y a cette composante aussi de progression constante chez John Jones qui apporte de nouvelles choses constamment qu'on n'a pas retrouvé tout au long de sa carrière. Pas autant chez Georges Saint-Pierre. Et Demetrius Johnson, on pourrait le mettre dedans, très honnêtement. Je pense qu'on pourrait le mettre dedans parce qu'il était jusqu'à sa déconvenue face à. Et c'était pas une déconvenue, c'était serré. Contre Cerudo. Mais voilà, le truc, il y a quand même eu ce combat contre Cerudo, tandis que John Jones, en réalité, il a constamment été à 1000 lieues au-dessus de ses adversaires, sans même forcer. Chaque combat, il apporte son lot de nouveautés, de progrès, etc. Donc, c'est vrai que si je devais en choisir un aussi, je pense que je m'orienterais de la même manière que Poli Domso, et quitte à me faire tacler les 2 jambes décollées du sol, par les fans, parce que voilà, c'est le meilleur, il continue de prouver que c'est le meilleur, et puis voilà, point blank. Et puis voilà, point blank. Alors les gars, autre question, parapapa.
Michael, salut, j'adore ce que vous faites. Et que pensez-vous d'un combat Aldo Ortega pour la ceinture si Holloway monte? On a répondu, hein, grosso modo. Vous pourriez RP à ma question dans un podcast si vous en faites un en lien. Merci et force à vous. Bon, bah voilà, Michael. Nickel, on a fait le job. Nickel. Hop là. On va prendre une dernière question, messieurs. On prend tout. On prend tout. On prend tout. Putain, j'en peux plus. Abdou. Salut les gars, beau travail. Je suis votre chaîne YouTube. Vous avez une très bonne activité. Continuez comme ça. Bah, merci. Sinon, dites-moi, je voudrais savoir qu'en est-il de Brock Lesnar. Il revient affronter Cormier ou pas? Et dernière chose, où est passé Polydomso? He right there! He right there! Voilà. Et en plus, on a déjà répondu à la question d'avant, non? Oui, on a déjà répondu à la question d'avant. C'est ce que je me disais aussi. Ouais, on y a répondu. Je me disais aussi. Ça veut rien dire, sous les et... et donc là, qu'est-ce qui reste comme question à Hang? Hang qui va être donc sur Twitter, Hang @maître Shaoling. C'est quoi ce foutage de gueule en lightweight? C'est normal que Tony ne veuille pas combattre pour une deuxième ceinture intérimaire. Il commence vraiment à casser les couilles d'Anna. Il en avait gros. Moi, je souscris à 100% à ce que dit Hang. Ils ont essayé de lui mettre une carotte à la Guy Ritchie au Tony Ferguson. Ils lui ont fait le même coup, tu sais, que dans Arnaque, Crime et Botanique, c'est quand ils volent la weed du black et qu'ils veulent lui revendre après, tu sais. C'est genre, tu prends ta ceinture et on essaye de te la revendre après, tu vois. Tu sais, quand t'es Tony Ferguson, tu fais, va te faire foutre, tu vois. Genre, et moi, je pense que c'est la réponse logique. Tony Ferguson, il a tout donné à l'UFC. Tu peux dire ce que tu veux sur le mec, mais il a donné son genou, sa santé. À chaque combat, il assure mais genre le spectacle comme tu peux pas l'imaginer. Le mec, il faudrait lui faire un pont d'or, trompette, pétale de rose et courtisane, tu vois, genre pour ce mec-là, tu vois. Genre, et en fait, ils lui ont quand même. Ils ont essayé de lui mettre à l'envers, quoi, de lui glisser une petite banane à 2 francs, tu vois. Genre, et ça, c'est pas cool. C'est dégueulasse, tu vois. Enfin, complètement. Et what's next pour lui, surtout, mon cher Ross? Parce que moi, c'est ce qui m'embête, c'est que là, le gars est complètement out de tous les combats potentiels. Apparemment, Iaquinta a dit qu'il avait signé pour l'affronter. C'est peut-être du bullshit. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est ça qui fait vraiment chier, c'est que donc premièrement, vraisemblablement, on l'aura pas pour un combat pour le titre parce que visiblement les conditions d'acceptation de son contrat devaient être, mais vraiment une enculade, mais ça devait être assez sévère. Donc il a dit non. Et le problème, c'est que maintenant, vraiment, parce qu'on le répète et on le répète, mais il n'a pas ce statut de superstar, il est en train de vraiment de descendre vers les abîmes et ça fait chier parce que tous les fans hardcore savent ce qu'il vaut et savent ce qu'il apporte sur la table. Mais là, vraisemblablement, et n'en déplaise aux fans, n'en déplaise à Hang, n'en déplaise à nous tous, l'UFC ne semble ne pas en vouloir, ne mise pas sur lui. Et voilà, je serais pas étonné qu'on attende encore déjà pas mal de temps avant de le revoir, parce que là, quand tu mets un nom et quand tu mets un stop à l'UFC le garde en mémoire. Enfin, c'est rancunier quand même généralement. Et donc là, je pense qu'on ne le verra pas avant longtemps. Et quand on le verra, il n'aura pas le choix, parce que là, il est sous contrat, il n'en sortira pas, sinon c'est l'enfer. Il n'aura pas le choix que de prendre un combat qui sera minime. Et voilà, tout simplement. Et donc, je pense même pas que ce sera Iaquinta, ce sera encore moins, quoi. Ça risque d'être assez triste. Hein. J'espère pas, je prie pour que ce ne le soit pas, mais ça risque d'être un peu triste pour les prochains mois et les prochains combats pour Tony. 11 victoires consécutives, 14-1 à l'UFC, le bonhomme. Bah ouais. Non, c'est malheureux. Je te dis, normalement, le gars, ça devrait être une bénédiction, tu vois. Faudrait juste plus. Bon, après, je peux comprendre l'UFC, il est difficile à marketer le Tony Ferguson parce que c'est quand même un personnage haut en couleur. Il est difficile à mark-hunter aussi. mais non, mais je pense que justement, moi, je trouve que Tony Ferguson, il est délicieusement bizarre, tu vois. C'est un mec, faudrait faire une télé-réalité sur sa vie quotidienne à ce mec-là. Mais avec les réseaux sociaux, en plus, tu peux en jouer si l'UFC se met à faire des mèmes autour de lui. Non, moi, je te dis, il nous a offert quand même un golden moment. C'était lors de l'UFC où Khabib avait pulvérisé Conor et qu'il avait sauté dans la foule, tu vois, et que c'était le branle-bas de combat pendant la conférence de presse. Ils lui ont dit, bon, fais diversion, ils lui ont laissé un micro, ils l'ont laissé parler pendant 30 minutes. C'était peut-être un des meilleurs moments de l'UFC, franchement, c'était ambiance. Ah ouais, c'était délicieusement cringe. Ouais, c'est ça.
à l'image de Tony Ferguson. Voilà, messieurs. Je propose semaine prochaine, même heure, même endroit. By the way, voilà, donc Polydomso est à Paris, Rust est à Lyon, je suis à Toulouse. Si vous connaissez un bon barbeur à Toulouse, j'en profite pour passer une annonce. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce qu'il me faut une nouvelle coupe de cheveux. J'aimerais bien un truc pas trop cher. Voilà. Voilà, messieurs. C'est bien, c'est fourre-tout, c'est génial la sueur, c'est familial. Formidable, allez. Allez, à la prochaine, messieurs. See ya.